Alors, Christian Mellon, jésuite, vit en communauté tout près d'ici, dans une cité de Saint-Denis, depuis 14 ans. Il travaille au CERAS, Centre de recherche et d'action sociale, et dirige le CIZ. C'est une association qui met en relation des bénévoles et des étudiants, 330 étudiants étrangers de l'Université de Saint-Denis Paris 6, Paris 8, j'ai bien écrit, j'ai mal lu, afin d'accompagner ceux-ci dans la rédaction de leurs travaux. Ces centres d'intérêt sont nombreux: non-violence, questions éthiques sur l'usage de la violence, migration, doctrine sociale de l'Église, foi et politique, écologie et spiritualité. Il a co-rédigé avec Jacques Semelin un ouvrage sur la non-violence dans la collection Que sais-je. Il a rédigé aussi pour l'Encyclopédia Universaliste un article sur la désobéissance civile. Il est un des cofondateurs de la revue Alternative non violente et du mouvement pour une alternative non violente. De 1996 à 2004, il a été aumônier des étudiants de Sciences Po et secrétaire national de la commission Justice et Paix de l'Épiscopat. Voilà, on va passer au domaine plus spécifiquement politique avec cette notion de désobéissance civile qui est par essence politique. Je vais vous proposer une définition et une discussion des termes de la définition. Ensuite, une typologie des différentes formes de désobéissance civile qui donnera l'occasion de donner quelques exemples. Et puis, le débat sur la légitimité de la désobéissance civile en régime démocratique. Alors, première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas une définition de la désobéissance civile qui fasse absolument consensus. Cependant, beaucoup d'auteurs adoptent celle de John Rawls, le philosophe américain, qui définit ainsi un acte public, non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. Tous les commentateurs et les gens qui ont écrit sur ce sujet, et il y en a beaucoup, sont unanimes sur le caractère public de l'acte. Dans la désobéissance civile, la violation de la loi n'est pas secrète, alors qu'elle l'est évidemment dans la désobéissance criminelle. C'est un acte public parce que sa visée est politique. Ce n'est pas l'enrichissement personnel. Et l'adjectif civil évoque bien entendu le mot citoyen. C'est bien pour agir dans l'espace public et contribuer à l'animer que des citoyens décident de désobéir publiquement et collectivement à une loi qu'ils estiment injuste. Alors cet aspect politique permet de distinguer la notion de désobéissance civile d'une autre notion, celle d'objection de conscience, avec laquelle on la confond parfois. L'objectif premier de celui qui accomplit un acte de désobéissance civile n'est pas de mettre sa conscience à l'aise, même si c'est un facteur non négligeable, mais bien de faire pression, entrer dans un rapport de force pour que soit annulée une loi injuste. Alors que l'objecteur de conscience au sens strict pourrait s'estimer satisfait si on lui permet à lui personnellement d'agir par une exception à la loi commune sans avoir à violer ses convictions. Dans une perspective de désobéissance civile, on ne peut pas se satisfaire d'une telle exception. Si la loi est contestée, si la loi contestée demeure inchangée. Ce qui est visé, ce n'est pas qu'on fasse des exceptions à la loi générale, mais qu'on change la loi générale. Alors la distinction entre ces deux notions est très claire du point de vue juridique. Dans la plupart des pays démocratiques, la législation prévoit la possibilité de faire valoir une objection de conscience en certains domaines. Citoyens appelés à porter les armes, par exemple, c'est surtout à propos de ça qu'on a parlé d'objecteurs de conscience, à l'époque où il y avait l'obligation du service militaire, personnel médical amené à pratiquer des avortements, journalistes dont la ligne, appartenant à un journal dont la ligne éditoriale change tout, etc. En revanche, l'idée même d'une désobéissance civile qui serait autorisée par la loi serait une contradiction dans les termes. Si la loi l'autorise,
fût-ce à titre d'exception, il n'y a plus désobéissance. Ce qui est intéressant, c'est que Gandhi est à la charnière de ces deux thématiques. Chez lui, il y a à la fois le registre éthique de l'objecteur de conscience. Il insiste beaucoup sur l'obligation d'obéir en tout à sa conscience. C'est pour lui un droit de l'homme fondamental. Mais en même temps, c'est jamais totalement dissocié du registre du désobéissance civile, avec le thème de l'efficacité. Il vise à faire changer le régime politique, faire pression pour que change la loi. Il écrit par exemple « La désobéissance civile est le droit imprescriptible de tout citoyen. Il ne saurait y renoncer sans cesser d'être un homme. » Donc, dans une phrase comme ça, on voit à la fois le droit à l'objection de conscience en tant qu'attitude individuelle, tout citoyen, mais on le voit par ailleurs très conscient, pour ceux d'entre vous qui ont étudié et qui connaissent bien les campagnes politiques de Gandhi, il est très conscient de l'efficacité politique d'une désobéissance civile de masse. Et c'est bien en stratège, par exemple, qu'il écrit « Imaginez un peuple tout entier refusant de se conformer aux lois en vigueur et prêt à supporter les conséquences de cette insubordination. Toute la machinerie législative et exécutive se trouverait du même coup complètement paralysée. » Je ne sauterai trop vous encourager, si vous ne l'avez déjà fait, à voir le film Gandhi, et notamment l'épisode de la Marche du sel de 1930, qui a été un épisode absolument essentiel dans la campagne en direction de l'indépendance de l'Inde. Je vous propose aussi une typologie maintenant. Il y a différentes manières de classer les actes de désobéissance civile. La première, c'est qu'il faut distinguer les désobéissances civiles indirectes et directes. La désobéissance civile directe, c'est par exemple celle du mouvement de Martin Luther King, le Civil Rights Movement, quand il organise la violation massive de la loi qui interdit aux Noirs de fréquenter les mêmes lieux publics que les Blancs. Et donc, il y a toutes ces campagnes d'aller s'asseoir dans les cafés, les bars qui sont théoriquement réservés aux Blancs et d'y aller tous ensemble, ou bien dans les bus, enfin, on connaît ça. Eh bien, c'est évidemment une désobéissance civile, puisque la loi de l'époque dans le sud des États-Unis interdisait ce genre de mélange. Mais en même temps, vous voyez bien que la loi qui est transgressée, c'est celle-là même dont on veut l'abolition. Alors qu'il y a désobéissance civile indirecte quand une action qui est manifestement illégale, par exemple bloquer la circulation dans une ville, est organisée en vue d'exercer une pression sur un autre point. C'était notamment beaucoup le cas des mouvements de paix dans la période des euromissiles au début des années 80, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, pas tellement en France, mais donc les mouvements de paix paralysaient la circulation dans le centre d'une ville pour protester contre la politique de leur gouvernement concernant l'implantation de missiles nucléaires. Évidemment, l'objectif de ces désobéissances civiles, ce n'était pas de faire abroger la loi qui interdit qu'on bloque la circulation. C'était un changement dans la politique. De même, beaucoup de refus d'impôts sont du même ordre. On ne conteste pas le droit d'un État à lever l'impôt, mais on fait pression par un refus d'impôt pour obtenir un changement sur un autre point. C'était déjà le cas de Thoreau, l'Américain père de la notion de désobéissance civile. Ça a été le cas en France dans l'affaire du Larzac, dans les années 70, avec le refus de milliers de contribuables qui refusaient une partie de leur impôt tant que le projet d'extension de ce camp militaire ne serait pas annulé. Alors, à l'intérieur de la catégorie désobéissance directe, il y a une autre distinction qui me semble importante. Vous avez certaines violations de la loi qui visent à obtenir simplement l'abolition de cette loi. Mais il y en a d'autres qui ont pour objectif d'obtenir une décision de justice statuant sur la validité d'une loi. En effet, vous avez beaucoup maintenant de pays, notamment des pays comme les États-Unis, des pays fédéraux, où la question se pose de savoir finalement quelle est la loi en vigueur. Est-ce que c'est la loi de l'État ou est-ce que c'est la loi de Washington ? Et parfois de faire des actes de désobéissance civile à la loi
de l'État où on est, c'est une manière de faire appel à un échelon supérieur de législation. Voilà, on fait appel de juridiction contre une loi locale jugée par les contrevenants non pas tant injuste ou immorale que contraire aux principes constitutionnels. Donc c'est un type de désobéissance civile qui se comprend très bien dans des pays fédéraux, mais avec le développement du droit international, on va voir en divers autres pays, y compris en France ou en Europe, des avocats, des personnes inculpées pour des actes de désobéissance civile qui vont recourir finalement à ce type d'argument. On va invoquer les grandes conventions internationales, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les déclarations au niveau de l'Europe ou du Conseil de l'Europe, etc., pour défendre juridiquement et pas seulement moralement ou politiquement telle ou telle infraction à une loi nationale. Donc ça, c'est une forme de désobéissance civile qu'on appelle law testing, mettre à l'épreuve le droit. À partir d'une observation des objectifs visés par l'action désobéissante, on peut établir une autre distinction éclairante. Certaines formes de désobéissance civile visent surtout à attirer l'attention de l'opinion publique sur le caractère injuste d'une loi déjà adoptée, en vue d'obtenir que, lors d'une prochaine échéance électorale, la majorité se prononce en sens inverse. D'autres relèvent plus directement d'une épreuve de force immédiate. Ce n'est pas pour simplement faire maturer la question dans l'opinion publique, c'est immédiatement on veut bloquer quelque chose. Donc le mouvement de désobéissance civile vise à ce moment-là à rendre politiquement impossible ou très coûteux le maintien de telle loi ou de telle politique. C'est le cas, par exemple, d'un refus d'impôt qui serait vraiment massif. Alors, sur ce point, la distinction, vous trouvez peut-être que je coupe les cheveux en quatre, mais elle est importante par rapport au débat que je vais aborder dans ma dernière partie sur la légitimité de la désobéissance civile. Parce que beaucoup admettent la désobéissance civile quand elle se veut persuasive, mais beaucoup refusent quand elle se veut épreuve de force. Alors j'en viens au débat sur la légitimité de la désobéissance civile. Évidemment, j'ai dit bien légitimité au sens politique, au sens moral, évidemment pas au sens juridique, puisque par définition, elle ne l'est pas. Sinon, il n'y aurait pas de désobéissance civile. Donc, la question, c'est de savoir, cette fois-ci, on est renvoyé à des questions de conscience, justement, mais d'une conscience qui veut avoir des effets politiques. Est-ce que pour des citoyens d'un État démocratique, bon, on suppose l'État démocratique, hein, vous savez qu'on ne va pas rentrer dans un débat sur toutes les composantes de ce qu'il faudrait pour qu'un État soit vraiment démocratique. Enfin, on suppose un État où les gens sont arrivés au pouvoir de manière, enfin pas en bourrant les urnes, à la suite d'une compétition, disons, normale. Est-ce que c'est légitime de pratiquer la désobéissance civile? Alors cette question fait l'objet d'une très importante production théorique, notamment dans la philosophie politique américaine. Et on commence par reconnaître la force de l'argument qui est présenté par ceux qui refusent toute légitimité. Pour eux, ce serait justement affaiblir dangereusement la démocratie que d'admettre que des citoyens puissent, même avec les meilleures intentions du monde, s'organiser pour faire changer, par d'autres moyens qui sont prévus par la Constitution, une loi qui a été adoptée selon des procédures démocratiques. Eh bien, cette objection est réfutée par des penseurs qui, se plaçant sur le registre de la philosophie politique et morale, ont abordé la question. Je cite notamment John Rawls, Hannah Arendt, Michael Walzer et Jürgen Habermas, pour ne citer que les plus importants. Pour eux, ils sont tous en faveur d'une légitimité, dans certains cas, de la désobéissance civile, alors qu'ils sont tous de fervents adeptes de la démocratie. Ils pensent même qu'il faut lui reconnaître une forme de légitimité politique et ou éthique. Alors, ils ont des argumentaires assez différents. On n'a pas le temps ici de rentrer dans le détail. Et la place, l'importance de la désobéissance civile varie beaucoup d'un auteur à l'autre. Je vais simplement évoquer deux.
les plus différents, celui de John Rawls et celui de Hannah Arendt. Pour John Rawls, on peut reconnaître à des citoyens le droit, au sens moral du mot, pas au sens juridique évidemment, au sens moral du mot, de ne pas respecter une loi si les autorités publiques prennent des décisions qui portent gravement atteinte à leurs droits individuels ou à ceux d'une minorité. Vous voyez que pour lui, la désobéissance civile est essentiellement une arme défensive. Son seul objectif légitime, c'est contre un excès de pouvoir des gouvernants, toujours possible, même en démocratie. Et encore faut-il qu'il s'agisse d'atteintes graves, car Rawls estime qu'il vaut mieux obéir à des lois injustes quand c'est une petite injustice. Dans une telle perspective, la désobéissance civile est plus un mode d'expression qu'une épreuve de force. Elle vise moins à contraindre les autorités à changer leurs lois ou leurs politiques qu'à faire connaître au public le plus large qu'un problème est posé et qu'il faudrait changer. La perspective d'Hannah Arendt est très différente. D'ailleurs, il y a d'abord une chose à signaler. Hannah Arendt affirme que la désobéissance civile est une spécificité spécifiquement américaine. Je ne sais pas si elle le dirait toujours aujourd'hui, vu tout ce qu'on a pu voir comme autre action ou réflexion de désobéissance civile en Europe, mais pour elle, ça fait vraiment partie du fondement de la démocratie américaine qui est basée sur le consentement de chaque individu à la Constitution. Reconnaître à la désobéissance civile une utilité seulement défensive, pour elle, ce serait méconnaître son rôle politique positif. Donc pour elle, c'est beaucoup plus positif. Elle va beaucoup plus loin que John Rawls. Pour elle, la désobéissance civile fait progresser la démocratie. Elle est même essentielle dans des sociétés qui évoluent rapidement pour favoriser l'adaptation des lois et institutions aux évolutions sociales. Elle donne l'exemple de la grève, qui est évidemment l'exemple qui s'impose, enfin qui nous vient tous à l'esprit. Il fut un temps où la grève était illégale et pourtant on en faisait à la fin du XIXe siècle. Et c'est précisément parce qu'il y a eu des grèves qui ont fait des rapports de force que le droit de grève, je dis bien le droit à ce moment-là, est entré dans le droit, et donc ce n'est plus de la désobéissance civile que de faire grève, même si ça a été encadré par des formes, déclarations préalables, tout ce qu'on veut. Mais voilà. Elle donne donc l'exemple de la grève qui constituait hier une désobéissance à la loi et qui est aujourd'hui légale. Donc ceux qui jadis ont fait grève, quand c'était subversif, ont en fait rendu un réel service à la société. Et donc, elle propose de multiplier les exemples de pratiques, enfin, elle passe en revue un certain nombre de pratiques aujourd'hui légales qui étaient hier pratiquées par des minorités de façon illégale. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, c'était une manière de faire un peu de philosophie politique. Derrière, il y a quelques exemples qui pourraient être donnés dans le débat ou plus tard si ça vous intéresse, mais je pense que ça aide à clarifier un peu les esprits quand on parle de désobéissance civile et quand on parle de la légitimité de ces actions qui, très souvent, a priori, passent pour non seulement illégales, mais pour beaucoup de gens, illégitimes. Je vous remercie.